Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludes de bord, et oui, je sais, je suis toujours dans le noir, je n'ai pas encore résolu mon petit problème de lumière que j'ai abordé la semaine dernière, parce que j'ai des trucs prévus en ce moment, j'ai pas le temps de m'occuper de ça pour être tout à fait honnête, mais ça devrait plus trop tarder. Je vous en parlerai un petit peu plus à la toute fin de la vidéo, dans l'outro de la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Il y aura une petite annonce également, que vous aurez peut-être déjà un petit peu imaginé en regardant la miniature de la vidéo, j'imagine. Peut-être, on verra. Quoi qu'il en soit, nouveau menu crowdfunding du coup on sera le quoi, le 11, c'est ça ouais, le 11 février 2024. Avec cette semaine un peu plus de matière que celle de la semaine dernière, en fait, simplement parce qu'elle était assez légère. Là, on a un peu plus de matière, mais en revanche, vous allez voir qu'il y a assez peu de projets véritablement en mesure de casser Kickstarter ou de casser GameFound. On n'a pas de gros projets pour le moment, pas encore, ça va venir incessamment sous peu. Mais donc ça va être une vidéo qui sera finalement pas si longue que ça, j'imagine. Quoi qu'il en soit, on est parti avec donc les trois sous-parties habituelles, à savoir donc les entrées, les plats, les desserts, donc les projets mineurs on va dire, puis médians, et les projets les plus intéressants, si tant est qu'il y en ait cette semaine. Bon, il y en aura au moins un, soyons honnêtes. C'est parti. Le premier projet de la semaine nous emmène vers GameFound. Il s'agit de Cookie Champion par Eagle Gryphon Games. Cette campagne va me faire poser des questions, je vous l'annonce tout de suite. Pour l'instant 90 backers, donc autant dire qu'ils font un four, c'est thématique au moins. C'est quand même très étonnant, la question je vais la poser d'emblée, qu'est-ce que Eagle Gryphon Games fait ? En fait, comment peut-on à la fois être l'éditeur de quasiment tous les Lacerda et en même temps faire une flopée d'autres jeux qui ressemblent à Cookie Champion ? Je sais pas. En tout cas, voilà, pour l'instant, ça marche pas du tout. À 14 jours de la fin de la campagne, ça devrait même pas financer, j'imagine. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs pour des parties de 60 minutes pour 14 ans et plus, même si ça se veut être un jeu relativement accessible, nous le disent ici, hein, easy, medium weight. Easy ou medium, faut savoir. C'est un jeu de contrôle de territoire, de deck building, de gestion de ressources également, dans lequel vous allez incarner des pâtissiers, et celui qui sera élu comme meilleur pâtissier de la nation l'emportera bien évidemment. Il faudra faire des cookies et donc aussi rassembler les ingrédients nécessaires à la production de ces gâteaux, de ces cookies, etc., que vous pourrez ensuite vendre pour acquérir de la thune en fait simplement, ou les présenter lors d'une compétition pour essayer de remporter des prix et donc des points. Voilà, sur le papier, les mécanismes n'ont pas l'air plus mauvais qu'un autre jeu, en revanche visuellement c'est quand même... je préfère me frotter les yeux avec de la laine de verre que de jouer avec Cookie Champion, voilà, pour être tout à fait honnête. Je sais, c'est une image assez étrange, hein, je vous l'avoue, mais on ne contrôle pas ses pensées. Voilà, que voulez-vous que je vous dise. Au-delà de ça, encore une fois, je le répète, mécaniquement, c'est un jeu qui a l'air d'être relativement pas désagréable, mais c'est pas un jeu qui donne envie, quoi. Vraiment, visuellement, je me demande encore comment Eagle Gryphon Game peut faire tous les Lacerda, et ensuite que des jeux vraiment très anecdotiques, qui font presque amateurs dans leur aspect visuel. Ça vend pas du rêve en tout cas. Au-delà de ça, jeu pas très cher, c'est plutôt abordable avec un Cookie Champion Pledge à 49$, qui inclut quelques petites promos cards, promo tiles, etc. pour pouvoir justifier aussi le fait de backer le jeu sur GameFound plutôt que d'attendre une potentielle sortie boutique. Potentielle puisque vous le voyez, on aura de l'anglais et de l'allemand, mais pas de français durant la campagne. Voilà donc pour Cookie Champion chez Eagle Gryphon Games du côté de chez GameFound, et pour l'instant, ça marche pas des masses. Bluff, gestion de main et ensuite set collection. Si ces trois mécanismes vous s'intéressent ou font partie de vos mécanismes préférés, vous pourriez être intéressé par Four Forests qui nous vient de Andrew Smith, dont c'est le 7e projet sur Kickstarter. Pour l'instant, le projet est financé avec 130 contributeurs. Visuellement, c'est pas vilain, c'est pas non plus fantasmagorique, hein, mais en tout cas ça présente plutôt pas mal si on compare avec Cookie Champion juste avant. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties assez courtes de 30 minutes environ, et c'est pour 10 ans et plus, donc ce qui en fait un jeu relativement accessible. C'est vrai que visuellement c'est plutôt choupi, c'est pas extraordinaire mais ça va, ça se présente plutôt quand même pas mal. On est sur un jeu de cartes et de gestion de main relativement classique avec différents types d'icônes qu'il va falloir imbriquer les uns avec l'autre pour espérer pouvoir remporter plus de points que son adversaire. Relativement classique mais qui
a l'air d'être relativement efficace aussi, avec différentes phases, comme souvent on a dans ce genre de jeu-là. On va chercher à obtenir des cartes en fonction de ce que l'on a déjà en main pour pouvoir éventuellement faire des petits combos, et activer peut-être aussi des pouvoirs de certaines créatures, de semi-divinités, on va dire, locales. Bon, ça peut être relativement intéressant, je me suis pas plongé plus que ça dans le sujet de ce jeu, mais bon, au demeurant, ça n'a pas l'air d'être inintéressant. Voilà, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Attention par contre, sachez que le jeu ne propose pas de VF durant la campagne. Au-delà de ça, rapidement pour ce qui est du jeu, c'est quand même 20$, donc c'est quand même très très abordable là encore, en termes de prix comme en termes de règles, donc ça peut être un jeu qui sort assez facilement sur la table une fois qu'il arrive chez vous, donc après tout, pourquoi pas. Voilà donc pour Four Forests, 131 contributeurs, 20 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Conquest Princess, Night of the Necropede, un très long titre pour un jeu qui encore une fois visuellement présente pas super, tout à fait honnêtement, je suis pas très fan de la direction artistique de Conquest Princess, mais au demeurant, mécaniquement ça a pas l'air dégueu. Vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. J'ai parcouru un petit peu la campagne il y a 2-3 jours quand je préparais l'émission, j'ai aussi visionné une partie de la vidéo de Board Game Co qui a dit avoir beaucoup apprécié son expérience, et c'est Alex, hein, le mec de Board Game Co, un personnage avec lequel j'ai pas mal de goûts en commun, donc je serais tenté de dire que s'il l'aime bien, il y a des chances que j'aime bien aussi l'expérience. Par contre, l'expérience en question, je ne la vivrai probablement jamais parce que, encore une fois, visuellement et thématiquement aussi, c'est pas du tout ma cam. On est dans un jeu de sci-fi, on va dire, dans l'espace intersidéral avec différents types de races, donc humaines, humanoïdes, de lézards de l'espace, etc., que l'on va pouvoir incarner et que l'on va pouvoir aussi habillé, oui, parce qu'en fait apparemment ici, là, le côté vestimentaire a une importance tout à fait prépondérante dans le jeu. Allez savoir pourquoi, hein. C'est quand même le premier mot qu'on met ici, un dress up, donc voilà, habillez-vous, mettez un costume, ça va changer vos stats bien évidemment, et puis on est sur donc un jeu de coop dans lequel on va devoir sauver la galaxie bien évidemment. Bon, après sur le papier, encore une fois, mécaniquement, ça a l'air de tenir la route, mais c'est vraiment pas pour moi visuellement parlant. C'est dommage parce que au-delà de ça, c'est vrai que en termes de mécanique, le jeu a pas l'air dégueulasse encore une fois, hein. On est sur un petit jeu coop qui a pas mal de choses à prendre en compte, sans en être non plus un jeu expert pour autant. Mais pas inintéressant, mais vraiment trop visuellement trop éloigné des critères qui cochent les cases, qui pourraient me faire pencher, qui pourraient faire pencher la balance vers un bac. Là non, vraiment, c'est pas pour moi du tout. En plus ça, vous le voyez, c'est quand même assez cher, parce qu'on a une boîte à 90$. Alors bien sûr, c'est pas le seul pledge. On a ici le Fashion Hunter, donc c'est le pledge qui vous permet de mettre la main sur le jeu de base, plus l'extension, plus je crois un comic zine aussi, donc à 90$. Mais je crois que vous pouvez aussi certainement mettre la main sur le jeu de base seul, mais j'arrive juste plus à retrouver le pledge, parce qu'en fait le pledge qui est ici à 15$, c'est juste l'extension, parce qu'apparemment il y avait une campagne qui avait fait l'objet, déjà une campagne à propos du jeu qui avait été lancée sur Kickstarter il y a quelques années apparemment, j'imagine, puisque dans les 6 projets de Seppi Yoon, donc la créatrice ou le créateur, je ne sais pas, de Conquest Princess, je n'ai pas aperçu la fameuse campagne qui est mentionnée. Donc est-ce que c'était sur Backer Kit, est-ce que c'était sur GameFound, je ne saurais pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, Conquest Princess, peut-être que ça peut vous intéresser plus que ça ne le saurait le faire pour moi, mais bon, j'attends vos retours. On va aller très vite sur celui-ci pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de matière et que ça reste un petit projet de cette semaine, donc je vais vraiment aller très vite. J'ai pas observé les jeux en détail parce qu'il y en a, je crois, 5 dans le tas. Ça nous vient de 25th Century Games, donc un éditeur qui a su quand même faire sa place sur Kickstarter. C'est pas non plus un éditeur qui tape des gros scores en règle générale, mais quand même il est connu, on va dire, des personnes qui suivent assidûment les plateformes de financement participatif pour des jeux comme Space Explorers, qui lui je crois a une VF depuis, mais également pour Gartenbau par exemple, ou plus récemment il y a aussi Blason qui a un thème sympatoche qu'on avait traité un petit peu sur la chaîne, Xavier et moi-même par exemple, mais voilà, ça dépasse rarement les 1500, 1600 contributeurs grand max.
Et donc je pense qu'on va rester sur ce type de score là, donc certainement aux alentours de 700-800 pour ce qui est ici une nouvelle collection de 5 jeux préalablement sortis qui plus est. C'est la 2024 Import Collection, donc des jeux qui existaient déjà mais qui connaissent une nouvelle édition grâce à 25th Century Games. On a ici Hamster Brawl, on a Run Run Run, on a Jalapeno, donc le fameux piment rouge, et puis au total ça fait quand même 11 jeux apparemment. J'en voyais 5 ici, mais en fait il y en a encore plus derrière, donc à vous de voir si vous êtes tenté par l'acquisition de jeux qui sont actuellement difficiles à trouver, et donc qui font l'objet d'une nouvelle édition. On a donc Run 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 qui est un jeu de 30 minutes pour 1 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus, donc un jeu relativement familial, avec des jolis petits standees en acrylique, c'est quand même pas mal à la mode récemment. Les meeples sont sérigraphiés et sont plutôt classe aussi. Visuellement, c'est plutôt joli, hein. C'est quand même un des points forts de 25th Century Games, c'est que généralement ils font des jeux qui sont plutôt bien produits et qui sont visuellement attrayants. Mais au-delà de ça, est-ce que le reste suit? On a Hamster Roll, 30 minutes, 2 à 4 joueurs, 7 ans et plus, donc encore une fois quelque chose de très accessible, visiblement un jeu de construction et de dextérité, j'ai l'impression. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Voilà, on a un aperçu un peu plus conséquent des autres jeux. On a Jalapeno, donc, on a Penguin Party, on a Circus Flocati, Vampire Queen, je crois, Tasso Banana, qui lui, je crois, est un jeu d'origine coréenne, à l'origine, je crois. Jekyll and Hyde versus Scotland Yard, ça aussi c'est coréen, je crois, à l'origine. Et Dracula versus Van Helsing. Donc pas mal de petits jeux qu'on connaît un petit peu, au moins de nom, mais qui connaîtront donc une nouvelle édition en anglais désormais. Et donc vous aurez une tétrachier de niveau de pledge pour un nombre de jeux qui ira de 3 à 10, quoi, un truc comme ça, 11, voilà ici, la complète collection avec 11 jeux pour 160$. Il n'y aura forcément pas autant de jeux que ça qui véritablement vous satisferont. Alors que j'aperçois qu'il y a aussi Witchcraft, donc de Salt and Pepper Games, je crois, qui avait fait une campagne très réussie sur GameFound il y a ça 1 an, je crois. Là, celui-ci, pour le coup, je serais curieux de le tester. Voilà donc pour ce qui est de la nouvelle collection 2024 Import collection de 25th Century Games. Pour l'instant, 374 contributeurs, 14 jours avant la fin de la campagne. Rapidement, on va parler aussi de Isla, ou Isla, je ne sais pas comment on est censé le prononcer, qui est un petit jeu de roll and write pour 1 à 4 joueurs, un jeu compétitif dans lequel vous allez, eh bien, dessiner un petit peu votre voyage sur l'île d'Isla en découvrant la faune et la flore locale. C'est pour 30 à 45 minutes pour 1 à 4 joueurs. Comme beaucoup de Run and Write, on a un petit mode solo également. Je ne sais pas ce qu'il en sera en termes de qualité du solo en question. C'est un jeu qui était prévu depuis très très longtemps, parce que je me souviens que j'avais cliqué sur suivre le projet sur Kickstarter il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. Et pourtant, c'est pas un gros jeu, oui, c'est un petit roll and write relativement classique. Donc je sais pas ce qui les a poussés à attendre autant de temps, peut-être qu'ils ont vraiment fignolé dans les plus petits détails l'équilibrage, etc., ou qu'ils ont bossé à fond sur le solo, je ne saurais pas vous le dire. Mais en tout cas, ça y est, Isla est actuellement sur Kickstarter, un petit roll and write qui, ma foi, n'a pas l'air de révolutionner le genre, mais ça pourrait vous plaire malgré tout. Je ne suis pas non plus un grand connaisseur du roll and write, j'en ai 2-3 à la maison que j'apprécie plutôt bien, mais c'est vrai que c'est un type de jeu dont je m'éloigne progressivement, peut-être parce qu'ils sont généralement un petit peu dénués de profondeur, ça semble un petit peu péjoratif quand je dis ça. C'est peut-être des jeux qui me semblent un petit peu longs pour ce qu'ils sont, ou manquer un petit peu d'interaction aussi souvent, même si j'apprécie encore quelques parties parfois j'en ai perdu le nom, tellement j'y joue peu récemment. Mais un autre jeu qu'on avait beaucoup apprécié avec Xavier et moi-même en Run and Write récemment, en print and play qui plus est, c'était Waypoints, qui lui pour le coup était très sympa. Mais non, moi je parlais du jeu de Bruno Catala qui se passe à la montagne, Trek 12, 13, 11, Trek avec un numéro. Quoi qu'il en soit, Isla, vous vous en doutez, comme c'est un print and play, non pas du tout un print and play pour le coup, un roll and write, c'est un jeu qui est pas trop cher, qui pourrait d'ailleurs bénéficier d'un pledge en print and play pour le coup, mais apparemment c'est pas le cas. Donc on a le pledge ici à 30 livres, donc ça va faire 37, 36 euros, quelque chose comme ça, voilà, 36 euros. Pour le Explorer Edition,
Ensuite, 36 livres pour le Researcher's Edition qui vous permet d'avoir votre nom dans le livret de règles, on s'en fout un petit peu. 80 si vous faites un petit peu de mécénat en ajoutant par-dessus ce petit objet que l'on voit ici. Alors c'est un compass, donc c'est une boussole éventuellement, qui ne servira évidemment pas dans le jeu, mais bon, c'est vraiment pour le côté un petit peu mécénat, gros fan du jeu quoi. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Isla. Je ne rentre pas dans les détails, les mécanismes, etc. puisque on reste quand même sur un petit projet de la semaine. Voilà, donc 62 contributeurs, ça risque aussi d'être un petit peu compliqué d'aller chercher le financement, mais sait-on jamais. 20 jours avant la fin de la campagne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas traité un jeu de trivia dans le menu crowdfunding. Il y en a souvent 3-4 par an sur Kickstarter. Eh bien, c'est le cas avec Know Them All, Push Your Luck Trivia, donc un jeu de trivia, donc de questions, réponses, de connaissances, etc., de culture générale, on va dire, mais avec un aspect de Push Your Luck également. Alors, il y a pas mal de jeux dans ce genre de catégorie, de ces catégories, on va dire, donc je ne saurais pas vous dire ce qui le différencie tellement des autres. C'est le 4e projet de Turn Up Games. Certainement un éditeur qui produit des jeux plutôt d'ambiance, j'imagine. Quoique, on remarque si un petit peu Hex, on l'avait parlé de celui-ci effectivement il y a 2 ans je crois, qui était un petit peu une sorte de concurrent à tous ces jeux de lettres, qui rappelle très clairement un grand classique de notre enfance. On avait parlé aussi de Some 8, qui lui pour le coup avait l'air d'être assez sympa, bien que très très abstrait. Par contre je me rappelais pas du tout de Bag of Bones. Mais bon, quoi qu'il en soit, Know Them All, si vous êtes amateur de jeux de trivia, donc de connaissances de culture générale, etc., ça pourrait potentiellement vous intéresser, mais attention, sachez qu'il n'y a pas de version française pour le jeu. C'est pour 2 à 8 joueurs, pour 14 ans et plus, pour des parties de 30 minutes approximativement, avec toute une variété de questions plus ou moins intéressant. Je ne trouvais pas l'adjectif que je cherchais, parce qu'en fait je ne sais pas quel adjectif je cherchais fondamentalement. Des questions de plusieurs types, de plusieurs catégories bien évidemment. J'ai essayé de voir s'il y avait des questions pour différents types de publics également, mais ça n'a pas tellement l'air d'être le cas. Quoi qu'il en soit, on va passer plus de temps que ça sur Know Them All, puisque en plus de ça, pour un jeu de trivia, pas de VF, ça limite quand même beaucoup l'intérêt pour le public du menu crowdfunding, j'imagine. 25 contributeurs. C'est en plus aussi un jeu qui pour l'instant fait un atterrissage, enfin un décollage et atterrissage dans les 3 secondes qui suivent le décollage. Et au niveau des gencives, l'atterrissage, clairement. On râpe la piste d'atterrissage avec les gencives, quoi. Ça picote. Voilà pour Know Them All, et c'était également le dernier projet des entrées de la semaine. On va maintenant pouvoir passer, pardon. Je ne coupe même pas ça, je vous l'ai dit, je vais faire moins de montage qu'avant, parce que j'ai plus trop le temps, donc... Je vais laisser ce petit brain fart, comme on dit en anglais, ce pet de cerveau. C'est quand même pas très poétique en français. Ça l'est déjà pas tellement en anglais, mais je sais pas, tout passe un petit peu mieux en anglais. Peut-être parce qu'on comprend moins. Je vais le laisser au montage, on s'en fout. Et donc on passe aux plats principaux de la semaine. Vous l'aurez rapidement deviné avec la couverture du jeu ici, mais Heart of Crown, bien sûr, c'est Japanime Games qui revient. 29e projet de Japanime Games, cet éditeur américain qui s'est donné pour mission d'éditer en anglais des jeux venant du pays du soleil levant. Et donc Heart of Crown, seconde édition, mais pas seulement, vous allez voir qu'il y a aussi une édition spéciale jubilée avec plein de cartes holographiques. Heart of Crown, c'est un petit jeu de deck building, fondamentalement. Vous avez 7 princesses, et il y en a une qui va être couronnée princesse des princesses, quoi, la reine mère, on va dire. Mais donc, qui sera la reine autour de la table, autour de la tablée? Eh bien, c'est en deck buildant au maximum de votre potentiel que vous allez pouvoir savoir celle qui l'emportera au final. 553 contributeurs pour l'instant, c'est plutôt un bon début. En même temps, le jeu jouit déjà d'une certaine réputation, puisqu'il existe déjà depuis 10 ans, d'où le 10th anniversary. Logique. Et donc il reste 13 jours avant la fin de la campagne, qui devrait donc franchir les 1000 contributeurs, je pense, assez facilement d'ici la fin de la campagne, mais malheureusement pas de VF. Japanime Games, c'est toujours de l'anglais et exclusivement de l'anglais, c'est quand même assez dommage. C'est pour des parties de 45 à 60 minutes pour 2 à 4 joueurs, pas de mode solo, attention. Et donc, pour résumer, c'est donc cette princesse, laquelle va devenir la reine en gros, vous allez devoir deck builder à fond pour pouvoir l'emporter face à vos adversaires.
Et donc cette campagne vous permet de mettre la main sur Heart of Crown seconde édition, mais également sur la fameuse Jubilé édition que j'ai mentionnée tout à l'heure, dans laquelle les cartes seront en holofoil, apparemment la totalité, parce que j'ai bien vu un All Foil Anniversary Limited Edition, donc apparemment ça devrait être toutes les cartes en foil, donc en espèce de surbrillance, un petit peu d'aspect holographique un petit peu. La campagne s'accompagne, c'est un petit peu redondant, la campagne s'accompagne de l'extension Heart of Crown Far East Territory, mais également un playmat aussi pour les joueurs, playmat central, playmat pour les joueurs également, et puis des standees en acrylique, donc pas mal de petites deluxifications. Attention pour les anglophobes, il y a quand même pas mal de texte sur les cartes, comme souvent les deck building, pas toujours mais souvent. Donc si vous n'êtes pas trop amis avec la langue de Shakespeare, il faut garder vos distances aussi avec Heart of Crown. Voilà, on reste dans du truc très kawaii, hein, bien évidemment, hein, ça vient du Japon, donc voilà, petit Japon, jeune fille en vêtements de soubrette, dit on est sur du truc très kawaii, très coloré, très rose bonbon. Alors, brièvement, on va montrer un peu ce à quoi ça ressemble, hein, les différents paquets dans lesquels vous pourrez aller piocher pour renforcer votre deck et espérer sortir des combos de la mort qui tue. Vous avez aussi là le Far East Territory, donc l'extension qui va nous emmener vers l'Asie, puisque on voit clairement que là on est plutôt sur un thème, disons, occidental en partie en tout cas, mais on a déjà un petit peu d'oriental. Est-ce qu'ils ont déjà mélangé l'extension et les jeux de base ? On s'en fout. Continuons, on va voir un petit peu aussi combien ça coûte rapidement. Vous avez déjà aussi le livret de règles hein, ici, pour ceux que ça pourrait intéresser. Pour l'instant c'est un draft, donc une version non finale on va dire. Également, je n'avais pas encore mentionné, mais cette campagne propose également de se faire la main sur la version online de Heart of Crown. Vous pourrez désormais jouir d'une version online pour jouer à Heart of Crown, pour ceux que ça intéresse. Apparemment ce sera disponible sur Steam je crois. On continue pour aller voir les prix donc. Alors, New Empire, 49$ pour la seconde édition de Heart of Crown. Ensuite, Shiny Empire pour avoir l'extension qui l'accompagne à donc 99$, ça commence à faire déjà assez chéro. Et ensuite, The Whole Empire, 150$ pour avoir la même chose, plus les playmats individuels, donc pour les joueurs, mais également le playmat central, et des standees en acrylique, qui ne servent à rien dans le jeu, hein, sont très brefs, sont très clairs. Et puis ensuite on a The Whole Empire, 200$, ça va ajouter encore plus de l'oxyfication, j'imagine. Je vois pas très bien la différence visuellement. Qu'est-ce qui nous rajoute 50$ là-dedans? Parce que là, si on se base uniquement sur l'aperçu visuel, ça change rien. Donc je ne saurais pas vous dire. Peut-être le, ah oui, c'est peut-être le Early Access à la version online, alors que là, ah bah si aussi. Bah je ne sais pas, écoutez, on s'en fout, on continue. Peut-être qu'on a aussi l'édition Jubilé, où est-elle? 99, c'était déjà présenté avant? Je l'ai raté. Ça c'est juste la seconde édition. Allez là, d'accord, Jubilee Edition à 99$ ici. Ok. Et bah du coup c'est tout. On va juste aller voir aussi rapidement les frais de port sans passer trop de temps sur les potentiels stretch goals, on s'en fout un petit peu. Alors c'est apparemment un tableau Excel j'imagine. Est-ce que ça livre en Europe? Oui c'est ça, en Europe pas de problème. Oula, c'est un peu compliqué. D'accord, donc apparemment il faut choisir son pays dans une liste, disons, allez, Union Européenne, on va mettre New Empire. Oh là là, faut compléter pas mal de choses, mais apparemment vous devriez pouvoir avoir un calcul automatique qui vous donne le shipping pour votre zone. Voilà. Vous verrez, c'est pas si compliqué que ça, mais ça prend un petit peu de temps. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Heart of Crown 10e anniversaire, avec une édition jubilée, avec des cartes en aspect holographique. Pourquoi pas si on est fan de deck building et qu'on aime bien les jeux avec une atmosphère visuelle un petit peu orientée manga, quoi. 550 contributeurs pour l'instant, 13 jours avant la fin de la campagne. Rares sont les éditeurs qui réussissent à faire une campagne pour plusieurs jeux à la fois. Je crois que c'est la première fois que Eduardo Baraf s'essaye à l'exercice et pour l'instant ça marche plutôt bien pour ce trio de Nature Games avec donc Sunrise, Snowfall and Floriferous. Alors en fait c'est les diminutifs de Sunrise at the Studio, Snowfall over Mountains et donc Floriferous qui revient en Pocket Edition parce que c'est un des jeux les plus populaires de l'éditeur. Pour l'instant on est donc à 572 contributeurs, 30 000$ d'engrangés, donc 30 000 € pardon d'engrangés, 14 jours avant la fin de la campagne, donc ça se passe plutôt très bien pour Eduardo Baraf qui en est à son 20e projet sur Kickstarter, donc un petit éditeur assez actif sur Kickstarter que vous connaissez
peut-être pour certains de ces jeux comme l'édition Deluxe Hanafuda qu'on avait vu il y a 1 an et demi, 2 ans je crois, pour Mole Peak également qui a l'air d'être assez sympatoche, Floriferous qui avait donc connu un assez beau succès avec 2000 contributeurs à l'époque qui revient en Pocket Edition désormais, mais également Herbaceus, il y a pas mal de jeux en solo d'ailleurs qui sont connus par cet éditeur, c'est également lui qui avait édité 100 Tori avec les illustrations de Vincent Dutray, bref un petit éditeur qui fait pas des énormes scores généralement, même si parfois il fait des belles percées, avec ici par exemple 3300 pour Skulk Hollow, donc c'est quand même pas rien, mais c'est pas l'éditeur qui, comment dirais-je, pèle les scores de manière générale. Et donc là, avec ce petit trio, ma foi, ça présente plutôt pas mal. Visuellement, c'est plutôt très joli. Et on est sur des jeux qui sont souvent avec un mode solo, qui sont souvent connus pour ça. D'ailleurs, un Floriferous était à la base plutôt connu pour ça. Snowfall Over Mountains est exclusivement solo. Et par contre, Sunrise at the Studio, bien que bénéficiant d'un solo, sera pour 1 à 4 joueurs. Sunrise at the Studio, c'est le plus gros des 3 jeux pour le coup. Il dure 20 minutes, donc ça reste un petit jeu malgré tout. On est sur un jeu de draft. Vous êtes dans un atelier de poterie. En fait, vous allez devoir faire les plus belles poteries de la tablée, en fait, tout simplement. Ça va être assez sympatoche pour le coup, encore une fois d'être plutôt joli visuellement parlant. Ensuite on a Snowfall Over Mountains qui dure lui aussi 20 minutes, expérience purement solo dans lequel vous allez placer des tuiles et trouver votre chemin à travers les montagnes enneigées. Et puis donc Floriferous qui revient avec une édition Pocket, donc une édition de poche pour 1 à 4 joueurs, 20 minutes la partie, là encore hein, c'est le mot de la journée, hein, c'est les 20 minutes. Hein, la durée partie des 3 jeux est donc de 20 minutes, donc il y a des jeux très très faciles à sortir. Floriferous, qui est donc une invitation à la balade dans des jardins inondés de fleurs de toutes les couleurs. Ensuite, avançons, vous avez un petit peu un aperçu des 3 jeux en question. J'ai déjà mentionné un petit peu brièvement les mécaniques qui sont au centre des 3 jeux. Donc Sunrise at the Studio, on aura pas mal de draft et puis également de set collection avec donc les poteries que vous devrez créer pour obtenir plus de points que vos adversaires. Ensuite, vous avez bien sûr des petites mini-extensions et un seul mode pour chacun des 3 jeux, non pas 4, non 3, des 3 jeux de la campagne. On passe assez rapidement sur Snowfall Over Mountains, je vous lis, c'est du placement de tuiles, vous allez devoir faire un chemin à travers une région enneigée, c'est un jeu très cosy avec un petit chocolat chaud, ça peut passer très très bien en hiver, et puis avec les petites mini-extensions bien sûr, le petit mode solo, et enfin Floriferous qui revient en Pocket Edition comme j'ai dit tout à l'heure, toujours pour 1 à 4 joueurs, avec cette fois-ci un mode solo créé par Keith Matejka qui est assez connu dans le milieu si je me souviens bien, mais je me rappelle que du nom, pas de ses œuvres malheureusement, et là donc on est encore une fois sur un jeu de set collection relativement simple, mais qui a su trouver son public. Hein, c'est vraiment un jeu qui bénéficie plutôt d'une belle cote de popularité sur BGG, donc à suivre, d'autant plus que le jeu est quand même plutôt joli, même si je n'y suis absolument, comment dire, je ne suis absolument pas calé dans tout ce qui est flore. Soyons très 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 honnêtes, je suis une quiche, tout ce qui est fleurs, arbres, etc. Donc bon, je peux pas, là, je ne saurais vous citer aucun nom de fleurs qui sont ici. Peut-être là, ça ressemble vaguement à une tulipe, mais je suis vraiment pas sûr. Quoi qu'il en soit, on s'en fout, on continue, on va aller voir un petit peu les prix pour ce qui est des niveaux de pledge qui sont proposés ici. Descendons, vous avez bien sûr le contenu de chacun des 3 jeux qui vous est présenté pour voir un peu plus de ce dont il s'agit en termes de composants, de mécanismes, etc. Voici les bundles. Alors on voit des bundles mais pas le prix qui vient avec, donc on va passer directement ici, ça ira plus vite. 15$ pour Snowfall Over Mountains, 15$ également pour Floriferous, 25, un peu plus cher parce qu'il est plus gros, pour Sunrise at the Studio. Et donc les bundles, on a le 50$ pour le trio Nature Games Trio à 50$, Pencil First Game Bundle, ah ça a encore plus de jeux, donc c'est les 3 jeux plus 2 autres. C'est quoi les 2 autres d'ailleurs? Sunrise at the Studio, Potter Specialist Expansions, no, ouais, bref, on va passer, je vais galérer. Il y a Herbaceus qui lui aussi est assez connu, mais celui-là j'arrive pas trop à voir ce que c'est. Quoi qu'il en soit, vous avez différents bundles, ça peut aller jusqu'à 80$ si vous prenez la totale, mais si vous prenez uniquement les 3 jeux qui font l'objet de la campagne, c'est 50$, ce qui est quand même pas trop cher. Et pour combien en termes de frais de port? Si vous êtes au Canada ou en France ou en Belgique, bon, je pense que c'est les zones prioritaires, les zones principales du public de la chaîne, ce serait la zone 2, et donc zone 2 ce serait du 22$, 24$ éventuellement si vous prenez la grosse totale, le gros all-in, mais avec la TVA à ajouter aussi dans le Pledge Manager par exemple. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le Nature Games Trio Sunrise, Snowfall et Floriferous.
pour l'instant ça se passe plutôt pas mal avec 572 contributeurs 14 jours avant la fin de la campagne. Alors là, je vais aborder ma deuxième énigme personnelle de la semaine. Tout à l'heure, je vous parlais de Eagle Gryphon Games. Pourquoi cet éditeur réussit à, éditer tous les jeux de Lacerda et tout le reste, ben ça attire vraiment pas l'œil. La deuxième question, c'est pourquoi Stefan Feld a signé une collection, la fameuse collection des City Games, voilà, City Collection. Pourquoi l'a-t-il signé avec Queen Games, quoi? Ça, c'est vraiment, pour moi, une énigme, vraiment un mystère. Parce que bon, Stefan Feld, c'est quand même un grand nom de l'industrie du jeu de société depuis, je sais pas, 20, 25, 30 ans. Et pourtant, Queen Games, c'est pas un éditeur avec lequel on a tellement envie de bosser, théoriquement, quoi. Les jeux sont généralement pas très beaux, hein, les composants sont un peu kitsch, la direction artistique est pas fantasmagorique non plus. Là, on a envie de dire, ouais, c'est joli, ça passe. Ouais, mais les jeux eux-mêmes sont vraiment pas jolis, quoi. Et là, on va le voir encore une fois avec Nassau et Kathmandu. Alors là, pour le coup, petite nouveauté aussi, c'est que généralement, jusqu'à présent, on avait quand même pas mal de jeux dans la City Collection de Stefan Feld qui, en fait, étaient des refontes, des nouvelles versions de jeux précédemment sortis, mais un petit peu revues au goût du jour, un petit peu, modifiées visuellement parlant aussi, pour être plus présentable. Et pourtant, mais là pour le coup, Nassau et Kathmandu, ce sont deux nouveaux jeux de Stefan Feld qui vont rentrer dans la même collection que les autres, mais ce sont de nouvelles œuvres, donc ça peut être super intéressant pour tous les amateurs de ce créateur allemand, plutôt orienté initié plus / expert, quoi. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Sur le seul nom de Stefan Feld, soyons honnêtes, hein, près de 1000 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, pour des jeux qui, on le sait, verront leur chemin rencontrer celui des boutiques en France à terme. On s'en doute bien, c'est du Stefan Feld. Les précédents de la collection de City Collection de Queen Games a aussi trouvé son chemin vers les boutiques françaises. On a beaucoup parlé récemment de Marrakech, parce que je crois qu'il est cité dans un des prix... je crois que c'était peut-être le Diamant d'Or, me semble-t-il. Donc on en parle pas mal. Il y aura des VF pour Nassau Kathmandu. Je crois que c'est désormais déjà le cas sur la campagne. Je vérifierai un peu plus bas avec vous. Je crois qu'il y avait déjà une VF, hein, je vérifierai. Mais quoi qu'il en soit, Nassau c'est pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 90 à 120 minutes la partie. Et on va incarner des capitaines pirates de la grande époque justement de Nassau. Hein. C'est thématiquement assez facile à imaginer, hein, si on connaît un petit peu Nassau. Quoi qu'il en soit, on est sur un jeu qui va, comme souvent avec Stefan Feld, imbriquer différents types de mécanismes pour en faire un jeu à la fois fluide et assez profond, techniquement, enfin pas techniquement, mais stratégiquement, tactiquement parlant, on va dire. Encore une fois, prenez ça avec des pincettes. Je n'ai moi-même jamais eu la chance, jamais eu l'opportunité de jouer à un jeu de Stefan Feld, et j'avoue que ça me manque. En tant que joueur, de me dire que j'ai jamais essayé de jeu de Stefan Feld, qui est quand même un maître du milieu, quoi, on va dire. Donc j'aimerais bien tester, mais vraiment, toute cette collection, donc City Collection, par Queen Games, j'arrive pas, quoi. Franchement, déjà les frais de port sont pétés pour le Japon, mais ça c'est encore une autre discussion, mais visuellement, enfin faites un effort, je sais pas, c'est quand même Stefan Feld, c'est quand même un des plus grands noms de l'industrie, pourquoi pas essayer de faire un jeu qui est vraiment qui pète un petit peu sur la table, quoi, qui donne envie, qui a une vraie présence sur table, qui attire le regard autrement que par le nom de son créateur, quoi. Et là pour le coup, encore une fois, c'est pas très joli, même avec l'édition Deluxe. Vous allez voir, ils ont réussi à faire des standees disons en acrylique qui sont pas beaux, quoi. Vraiment, l'acrylique récemment c'est à la mode, ça permet d'avoir des personnages assez classe en transparence, avec parfois un avant, en arrière, enfin le dos et la face, quoi, en gros. Ça permet de faire des trucs assez classe, et là non, ils nous font des trucs qui ressemblent à rien, c'est moche, ça donne pas du tout envie, et surtout, pourquoi en acrylique? À ce moment-là, faites-nous des meeples avec du sérigraphié, quoi, en gros. Ça ferait le job, parce que là, pourquoi faire ça en acrylique à ce moment-là? Enfin, ça sert strictement à rien pour en faire un truc aussi moche. Des pièces en acrylique, ouais, enfin non, pourquoi pas, mais non, c'est tout ce qu'on voit là, toutes les ressources sont moches, quoi, faut être honnête. Après, heureusement, c'est vrai qu'il y a un insert qui est plutôt, apparemment, plutôt bien pensé, qui est plutôt joli pour le coup, donc ça change. On aura aussi, pour la version Deluxe, une édition numérotée pour les backers.
aucun intérêt pour moi, mais bon, après, vous me direz ce que vous en pensez. Une petite sleeves pour la boîte elle-même, pour le protéger, j'imagine, dans votre Kallax. Je ne vois pas très bien non plus l'intérêt, mais admettons. Pour ce qui est du gameplay, assez intéressant, assez intriguant, puisqu'apparemment on va partager une partie des actions avec l'autre joueur, parce qu'on va placer, le capitaine qui va être placé à un emplacement que l'on voit ici sur la carte, qui ensuite va être amené à être modifié par les autres joueurs autour de la table. Donc nous, on va aller poser notre capitaine ici pour effectuer l'action en question sur notre plateau de joueurs, et le joueur suivant va partir de ce nouvel emplacement pour aller vers un autre et obtenir la ressource en question. Il va ainsi influencer les chemins que pourra suivre le joueur suivant. Donc ça, c'est assez intéressant, assez intriguant. On pourra ainsi récupérer de nouvelles armes pour notre navire, ou encore recruter des nouveaux membres de l'équipage, même des animaux de compagnie, des munitions, des provisions, bref, plein de ressources en tout genre que l'on pourra mettre dans les cales de notre navire, avant ensuite de prendre, oh, j'arrive plus à retrouver le mot. De larguer les amarres, voilà, de lever l'ancre, pour aller vaquer à différentes occupations sur les eaux de Nassau. Par exemple, on va pouvoir se friter les uns les autres avec nos opposants autour de la tablée pour bien simplement leur voler leur dû, leur trésor, leurs équipements, contrôler certains espaces, tels que ici on voit une tour, je crois, dont on pourra prendre la possession, que ça nous fera encore plus de points, etc. Bref, comme souvent avec Stefan Feld, je crois savoir qu'il y a quand même pas mal de façons d'aller scorer des points. Là, c'en est encore une preuve supplémentaire. Donc vraiment, Nassau sur le papier, en termes de jeu de pure mécanique, ça a l'air d'être vraiment très sympa. Donc à tester, clairement, j'aimerais bien essayer. Le distinctif entre la version Deluxe et la version classique, on s'en fout un petit peu. Ensuite, on va continuer, on va aller chercher directement le second jeu. Entre temps, vous voyez un petit peu l'aspect visuel. Encore une fois, ça vend vraiment pas du rêve. Queen Games, je sais pas ce qui les bloque. Pourquoi faire des jeux aussi vilains qui sont pourtant pas donnés en plus? Je ne sais pas. Continuons avec Kathmandu, donc le second jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 400 et plus, pour des parties de 75 à 120 minutes. Et cette fois-ci, vous êtes au Népal, donc à Kathmandu, la fameuse cité remplie de sanctuaires et de temples en tout genre. Et cette fois-ci encore, on est sur un jeu qui va mélanger pas mal de mécanismes. Vous allez voir un plateau individuel avec un certain nombre de dés qui auront des couleurs variées en fonction des actions que vous voulez établir, en fonction de l'action que vous allez choisir d'effectuer. Vous allez choisir le dé avec la couleur qui correspond. Ensuite, vous devrez faire progresser votre personnage à dos de yak sur une carte que vous voyez ici, composée de différentes régions. Si vous réussissez à le faire arriver à une case qui correspond à la tuile qui est ici, vous pourrez ensuite passer à la tuile suivante, et plus vous passez de tuiles, plus ça vous fera aussi des points en fin de partie. Là encore une fois, on a des ressources en acrylique qui sont vraiment pas jolies. Soyons honnêtes, ça ressemble carrément à du travail en cours, quoi. Une version non définitive, faite un petit peu à la va-vite, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal avec Queen Games pour le travail éditorial, quoi, vraiment. Bon, au moins, c'est vrai, il y a des plateaux double épaisseur. Quand même, ça fait un petit peu plaisir, mais bon, en même temps, c'est plus si rare que ça non plus, soyons honnêtes. Le rangement, donc l'insert, plutôt bien pensé, encore une fois, comme pour Nassau, visiblement. L'édition limitée avec le numéro, la sleeves pour la boîte, aucun intérêt, mais bon, c'est ton jeu. Et donc je disais, il y aura un petit peu de gestion de ressources, de placement de dés en fonction de la couleur et du chiffre qui va y être affiché également, déplacement de votre yak sur des régions différentes et variées pour scorer. Bref, pas mal de mécanismes encore une fois imbriqués. On va apparemment aussi pouvoir utiliser certaines ressources pour pouvoir effectuer des actions un petit peu spéciales. Je ne suis pas suffisamment plongé dans le sujet de Kathmandu parce que Nassau m'intéressait un petit peu plus malheureusement. Voilà, pour ensuite les niveaux de pledge, on va aller chercher ça assez rapidement. Voilà, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que la VF est déjà annoncée pour Nassau et pour Kathmandu. Ensuite, les shipping charts qui me fait remarquer que du coup les prix des jeux je les ai pas vus. Donc ici Kathmandu classique 79$, même chose pour Nassau, 79$ aussi pour les deux éditions classiques. Si vous voulez l'édition Deluxe, pour les deux ce sera 129$, donc voilà, très cher. C'est le prix d'un jeu vraiment Deluxe sur Kickstarter, et pourtant le contenu est pas si Deluxe que ça pour être tout à fait net. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez.
Pour le shipping, c'est ici que ça se passe. Union Européenne, Canada, Suisse par exemple, ou encore Rest of the World pour nous qui sommes au Japon par exemple, ça peut aller de 18 à 70 $, mais le All-in Deluxe, à mon avis, ça va pouvoir vous permettre de mettre la main sur la totalité de la City Collection, je pense. All-in Deluxe, ouais, 999 $ pour avoir toute la City Collection en Deluxe. Par contre, ça pique un petit peu, et les frais de port à 70 $. Bon, c'est pas si pété que ça en termes de frais de port quand on voit la quantité de matos qui sera livré, mais bon, quand même. Bon, bref, 18 à 70, 36 à 160 pour le Canada, 36 à 160 également pour la Suisse, et puis pour nous au Japon, 45 à 260 $ de frais de port, ça picote un petit peu. Voilà donc pour Kathmandu et Nassau, deux jeux de Stefan Feld, de nouveaux jeux de Stefan Feld, qui l'un comme l'autre ont l'air d'être assez intéressants, même si j'aurais plutôt un petit favoritisme pour Nassau, qui me semble un peu plus intéressant en fonction de mes goûts personnels, bien sûr. Mais encore une fois, pourquoi Queen Games, quoi? Enfin, Stefan Feld aurait pu, à mon avis, trouver un éditeur qui aurait pu vendre ses jeux un peu plus... de manière un peu plus efficace, quoi, en vendant un petit peu du rêve, quoi. On se rappelle récemment de l'édition, comment c'était déjà, de Awaken Realms pour les châteaux de Bourgogne. Typiquement, on aurait pu imaginer des jeux de Stefan Feld réédités par Awaken Realms avec une édition vraiment vraie de luxe, parce que là, ça coûte très cher, c'est pas joli, même si les boîtes, elles, sont jolies pour le coup, mais le contenu est pas terrible, quoi. Voilà donc pour Nassau et Kathmandu, près de 1000 contributeurs déjà, 19 jours avant la fin de la campagne, et 230 000 € d'engrangés. Celle-ci, en vérité, j'ai envie de la présenter un peu plus en détail, et pourtant je vais aller vite. Pourquoi j'ai envie de présenter en détail? Parce que c'est un éditeur que j'aime bien, c'est Lemery Games. Alors j'ai eu de la chance de les rencontrer en plus au Tokyo Game Market l'année dernière, un couple adorable, ils sont vraiment super cool. J'avais backé Reviving Kathmandu, que j'ai essayé très récemment à 2 joueurs avec Xavier. C'est pas la configuration à mon avis qui le fait briller le plus, et pourtant c'était quand même très sympa, assez intéressant dans les concepts de jeu, qui avait fait un beau score d'ailleurs à l'époque. J'ai jamais essayé de Chili Mafia, mais ça m'attire pas du tout pour le coup. Backshall, qui revient d'ailleurs dans cette nouvelle campagne, était un jeu qui avait fait l'objet d'une approche assez particulière, qu'il réutilise d'ailleurs un petit peu pour cette nouvelle campagne, à savoir le Pay What You Want. On payait ce qu'on voulait, vraiment littéralement, pour obtenir Backshall. Je crois que la moyenne était à 10 $ par personne, je crois, mais vous pouviez théoriquement mettre 1 $ et obtenir le jeu. Le concept, c'était aussi de sauver ce jeu qui était en train de disparaître progressivement, un jeu népalais qui était en train de disparaître, un jeu abstrait, et qui revient donc dans cette nouvelle campagne avec 3 autres jeux, eux aussi abstraits, et eux aussi un petit peu en voie de disparition, on va dire. On a ici le Jarmo, on a encore Backshall qui revient ici, on a le Youth, qui nous vient de Corée, je crois, et le Hasami Shogi, qui vient, lui, du Japon, alors que Jarmo vient de Mongolie. Et pour l'instant, vous voyez, ça marche très très bien, 2202 contributeurs, 20 jours avant la fin de la campagne, et en même temps, on est encore sur du Pay What You Want. Alors, pour un jeu, si vous en voulez 3, 4, etc., c'est un petit peu différent, mais on reste sur une offre quand même très très abordable de manière générale. C'est un couple qui adore voyager, ce sont des globetrotters, et dans tous les pays où ils vont, ils remportent des idées de jeux qu'ils ont croisés là-bas, et qu'éventuellement ils proposent ensuite en édition, et puis ils proposent aussi des œuvres originales comme Reviving Kathmandu, ou un peu plus tard cette année apparemment un nouveau jeu qui aura pour thème le Japon. C'était aussi la raison pour laquelle ils sont venus au Tokyo Game Market. Ils étaient en train de faire des vacances studieuses pour leur prochain jeu qui aura pour thème le Japon. Quoi qu'il en soit, Ludos Asia, c'est le nom de cette campagne, avec donc Jarmo, Backshall, Youth et Hasami Shogi. Ludos Asia, c'est quand même 39 $ seulement pour 4 jeux, qui pourront tenir dans une seule et même boîte que vous voyez en arrière-plan ici, contre 70 $ de valeur théorique, on va dire. Alors, ce sont donc 4 jeux de poche, hein, donc vraiment des petits jeux qui pourraient être facilement transportables, qui nous viennent donc du Japon, de Mongolie, de Népal et de Corée, donc des jeux stratégiques abstraits, qui ont une forte valeur historique dans chacun des pays qu'ils représentent. Le Hasami Shogi, c'est assez connu au Japon, même si c'est vrai qu'on y joue plus des masses, faut être honnête. Et donc, on passe ici directement en Pledge Levels, avec le fameux Pay What You Want pour un jeu, pas les 4 bien évidemment, pour un jeu, vous pouvez théoriquement mettre 1 $. Et ils nous le disent ici, pour la précédente campagne qui avait fait l'objet de cette approche économique
plutôt pas économique, mais approche de marketing, on va dire, c'était Backshall à l'époque, et c'était 9,80 de moyenne par personne. Donc voilà, vous pouvez mettre 1, vous pouvez mettre 10, vous pouvez mettre 100 si ça vous dit aussi. Ensuite, vous avez ici les print and play pour les 4 jeux qui sont disponibles aussi pour 7$. Vous avez ensuite la Ludos AGA Collection, donc les 4 jeux en physique avec une boîte pour les, comment dirais-je, les ranger tous. 39$ avec donc Hasami Shogi, Jarmo, Backshall et Youth. C'est pour 2 personnes en règle générale, hein, sauf Youth pour 2 à 4 joueurs pour le coup, mais les autres c'est 2 joueurs exclusivement. Pour des parties de 20, 15, 20 et 20 minutes. Et puis pour 6 ans et plus dans tous les cas, dans les 4 cas. Mais bon, c'est des jeux assez abstraits, ça aussi il faut savoir, c'est pas forcément des jeux qui plaisent à tout le monde, et c'est aussi la raison pour laquelle je passe assez rapidement, parce que je suis pas un fin connaisseur des jeux stratégiques abstraits comme c'est le cas ici. Je connais de nom le Hasami Shogi, mais j'y ai moi-même jamais joué, donc ma foi, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que on nous présente ici brièvement le Hasami Shogi comme un jeu de positionnement stratégique, le Jarmo comme un jeu de guerre, le Backshall comme un jeu de chasse, où on aura 2 factions asymétriques, et puis Youth comme un jeu de course. Mais au-delà de ça, je ne saurais pas trop vous en dire beaucoup plus que ça. Avec ici donc les 4 jeux imbriqués les uns sur les autres. Voilà, on va passer directement maintenant au frais de port. Il y a aussi quelques petits add-ons éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser. Est-ce qu'on peut mettre la main sur Reviving Kathmandu? J'ai pas l'impression. Continuons donc avec les frais de port, mais d'abord ici vous voyez qu'on a in progress pour l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol et le hollandais, parce que comme pour leur précédent jeu, ils font appel aux backers volontaires pour traduire les règles du jeu dans leur langue respective. Bon, c'est à saluer, par contre ce ne seront pas éventuellement des traductions professionnelles, ce qui ne veut pas dire qu'elles seront de moins bonne qualité que certaines traductions professionnelles qu'on voit parfois. Donc à prendre avec des pincettes, simplement soyez avertis. Ensuite, ici pour accéder aux frais de port théoriques, donc le Canada serait du 18 pour la collection, pour l'Europe 14 ou 19, ça dépend de la zone dans laquelle vous êtes, et pour nous qui sommes au Japon, ce serait du 19$ également de frais de port, donc encore une fois, c'est quand même loin d'être très dispendieux en termes de frais de port. Et ma foi, voilà pour ce qui est de Ludos, The Ancient Game Collection de chez Lemery Games, avec donc Christina et Tamas, ce jeune couple vraiment adorable, super sympathique. 2202 contributeurs 20 jours avant la fin de la campagne. Aimiez-vous les RTS des années 90, les RTS, les Real Time Strategy, les jeux que l'on avait l'habitude de voir sur les PC à l'époque? Eh bien, si c'est le cas, vous pourriez être intéressé par Knee Deep in Hexes, qui plus est, jeu disposant d'une VF, comme vous le voyez ici. 546 contributeurs se sont déjà meutés sur le projet, 26 jours avant la fin de la campagne, pardon. Et c'est un projet qui nous vient de Till 5 AM, dont c'est le premier projet sur Kickstarter, un éditeur qui nous vient d'Allemagne, et qui pour l'instant, ma foi, pour une première campagne, fait plutôt un bon boulot, avec Knee Deep in Hexes, un jeu avec, ici vous le voyez, un terrain composé de hexes, donc de tuiles hexagonales, avec différentes factions en présence, et bien sûr, il va y avoir de la baston, il va y avoir de l'escarmouche, bien évidemment, on va se chatouiller les uns les autres avec des balles de 47 mm,3. Oui, je n'ai aucune connaissance en la matière. C'est pour 2 joueurs, exclusivement, pour 45 à 60 minutes la partie, et c'est donc disponible déjà en 5 langues, peut-être même plus à l'avenir. Bon, après, êtes-vous amateur de ces jeux un petit peu rétro maintenant, hein, des années 90, donc les RTS? Si c'est le cas, ça pourrait clairement vous intéresser. Attention, par contre, visuellement, c'est un poil kitsch, je trouve. C'est pas vilain, mais c'est pas très beau non plus. Alors, le core game, this is what you get. Donc là, le jeu de base, voilà le plateau central avec les fameuses tuiles hexagonales de différents types. On va faire un petit peu d'exploration aussi, bien évidemment. Ensuite, 8 compagnons sur lesquels vous pourrez compter et qui bénéficieront chacun de petites compétences asymétriques, bien sûr. Tout un tas de petites miniatures pour vos 2 factions en présence, bien sûr. Des cartes de stratégie pour aller influencer la partie en votre faveur ou en la défaveur de votre adversaire en tout cas. Ensuite, des petites tuiles de terrain, des tuiles de planètes également, qui
seront l'objet d'un draft, si j'ai bien compris. Et puis donc, ensuite vous avez aussi des extensions pour aller enrichir un petit peu le tout. L'extension par exemple ici intitulée Savage Dust qui vous apporte de nouvelles miniatures, ainsi que tout ce qui va avec, bien sûr de nouveaux decks de cartes, de nouveaux compagnons, de nouvelles cartes d'événements qui viendront impacter l'ensemble de la partie. On a ensuite l'extension God's Hand, donc la main de Dieu. Il ne s'agit pas ici de Maradona, ceci dit, avec une nouvelle faction, des mercenaires, encore de nouvelles miniatures, etc. etc. Les pledges, on a un pledge de base ici à 55 € pour le jeu de base. Hein. Ensuite, à 129 €, on fait un petit bond quantitatif en termes de prix pour mettre la main sur le jeu de base, plus les deux extensions de God's Hand et Savage Dust, donc pour venir enrichir un petit peu le gameplay, la profondeur du jeu. Et peut-être sa rejouabilité également, allez savoir. Et puis ensuite, en add-on, vous pouvez aussi remplacer le plateau central par un playmat en néoprène. Bon, pourquoi pas, c'est un élément de deluxification comme on en voit souvent. Ma foi, c'est à peu près tout. Je passe assez rapidement sur les différents mécanismes mis en avant ici. Hein. Vous allez choisir un des compagnons avec ses pouvoirs symétriques. Ensuite, on va avoir de la gestion de ressources. On va chercher à, comment dirais-je, obtenir, extraire des ressources du plateau central. On va ensuite, grâce à ces ressources, eh bien, construire nos forces avec les différents équipements que vous voyez ici, donc des chars d'assaut, des hangars, etc., etc. Et puis ensuite, on va se foutre sur la tronche, en toute amitié, bien sûr. Continuons, on va aller chercher directement les frais de port, alors que je crois avoir vu que on avait peut-être une version TTS testable quelque part. Ouais, voilà ici, Tabletop Simulator, pour ceux que ça pourrait intéresser. Éventuellement, vous pouvez d'ores et déjà tester le jeu. Alors donc, je disais, les frais de port, où sont-ils? Ils sont là. Pour la zone avec le Canada, mais également la Belgique, ou encore la France d'ailleurs, c'est 17 € pour le jeu de base, 22 si vous prenez les extensions, mais est-ce que... Oui, c'est les extensions et le jeu de base, hein, je vois 3 boîtes effectivement. Donc ensuite, pour nous qui sommes au Japon, ce serait 25,40. Bon, c'est pas non plus trop cher, d'autant plus que nous on n'a pas la TVA par-dessus. Voilà, un jeu qui m'attire pas outre mesure pour être tout à fait honnête, mais bon, c'est une première campagne, c'est pas vilain, c'est juste pas trop mon type de jeu, vous me direz éventuellement ce qu'il en est de votre côté. Pour l'instant, 550 contributeurs approximativement, 26 jours avant la fin de la campagne pour Knee Deep in Hexes. Je mentionnais tout à l'heure Salt and Pepper Games pour la campagne de 25th Century Games qui localisait Witchcraft dans leur langue. Et ben du coup, Salt and Pepper Games ont aussi une campagne en cours actuellement du côté de chez GameFound. Il s'agit de Conservas, un jeu solo, comme c'était déjà le cas pour Witchcraft et pour Resist un peu plus tôt d'ailleurs, qui vous propose en fait ici un challenge de backbuilding dans lequel vous allez incarner des bateaux pêcheurs en Espagne, avec des mécanismes assez sympatoches, vous allez voir, au milieu duquel se trouve quand même le mécanisme central du backbuilding, comme vous le voyez ici. La campagne démarre plutôt très bien, parce que pour une campagne sur GameFound, 1500 contributeurs pour un jeu solo exclusivement, c'est quand même un très bon début, mais il faut bien dire que Salt and Pepper a réussi à se faire une petite réputation dans le milieu de jeux solo, en plus sur GameFound, puisque leurs trois présentes campagnes, excusez-moi, avec Resist ici, The Hunt également, et puis Witchcraft par la suite, un petit peu moins pour The Battle of Versailles, soyons honnêtes, et puis Unreliable Wizard qui était plus une adaptation, enfin pas une adaptation mais une localisation d'un jeu japonais. Vous voyez que les chiffres grimpent, hein, 58, 73 000, 98 000, pour des jeux qui valaient plus ou moins le même prix, donc ça veut dire que le nombre de backers est aussi plus conséquent de campagne en campagne, et du coup là avec Conservas, qui est pourtant sur une thématique peut-être un peu moins vendeuse, parce que là on était quand même sur la résistance à Franco, là la seconde guerre mondiale avec des factions asymétriques entre les Anglais et les Allemands si mes souvenirs sont bons, Witchcraft on parle plutôt de sorcières, de sorcellerie, de magie, etc. Donc c'est plutôt dans les... comment dirais-je, les archétypes qu'on a l'habitude de voir dans le milieu. Et donc là, on repart sur quelque chose de radicalement différent avec la pêche et, comment dirais-je, la mise en conserve, en boîte de conserve de poissons. Donc c'est pas forcément le thème le plus vendeur qui puisse être, mais pourtant Conservas s'en sort très bien avec 1500 backers. C'est donc un jeu solo, c'est pour 25 minutes la partie, c'est pour 10 ans et plus, donc un jeu relativement abordable qui est fondamentalement centré sur donc, du backbuilding et un petit peu de gestion de main également. C'est l'œuvre de Scott Arms, qui est un peu un des 5 noms les plus célèbres, on va dire, du jeu solitaire ces dernières années.
Tiens, tout à l'heure on nous dit 14 ans et plus, maintenant, enfin 10 ans et plus ou 14 ans et plus, ça change tout, allez savoir. Et donc le jeu est disponible en anglais et en espagnol, ce qui ne veut pas dire qu'à terme, le jeu ne se trouvera quand même pas en boutique en français, parce que je crois que Witchcraft et Resist avaient une version française. Je me demande si Resist n'est pas par Nuts Publishing, j'ai oublié. Donc bon, est-ce qu'on verra Conservas en français à terme? Je ne sais pas, mais ça me semble pas impossible. Voyez aussi que l'ADA, comme souvent avec Salt and Pepper Games, est plutôt soignée. Sans être non plus époustouflante, c'est plutôt joli, ça rend plutôt pas mal. On est ici sur un jeu qui vous propose différents scénarios en solo, avec différents niveaux de difficulté pour chacun des scénarios, en question. Donc là encore une fois une assez grande rejouabilité, avec pas mal de challenges également sur les plus hauts niveaux. Et ensuite vous aurez tout un tas de cartes qui seront des cartes de mer, donc comment dirais-je, de grand large, dans lequel vous pourrez aller pêcher, vos cartes de bateau également, vous pourrez avoir une flotte de départ très très restreinte, puis au fur et à mesure que vous gagnez de l'argent, l'élargir pour avoir plus de bateaux et donc plus de capacité de pêche, alors qu'on voit qu'aussi les bateaux ont des petits noms un petit peu marrants, hein, un petit peu croquignolesques. On voit ici le Carpa Diem, donc pas le Carpe Diem, mais le Carpa Diem, on reste dans le vocabulaire du poisson. Usain Bolt, voilà, Usain Bolt, y a-t-il besoin de l'expliquer en même temps? Mais bon, c'est un petit peu marrant, ça n'a pas un grand intérêt, mais bon, c'est fun. Ensuite, on a des petites cartes qui seront des cartes de upgrade, donc des cartes d'amélioration de votre flotte, qui vous permettront d'avoir des pouvoirs en one-shot, donc à utilisation unique, ou parfois des pouvoirs qui vont rester sur l'ensemble du reste de la partie, en fait, simplement. Donc aussi à prendre en compte, est-ce qu'on choisit de garder ces poissons pour plus tard, de les mettre directement en vente pour gagner un petit peu d'argent, d'utiliser ce pouvoir maintenant ou de le garder pour plus tard, etc. Donc il y a une gestion aussi du risque, de la récompense en fonction du timing que l'on va choisir pour utiliser telle ou telle carte. Ensuite, tout un tas de tokens pour aller bien simplement mentionner le type de poisson que vous allez pêcher, donc ça pourrait être des moules, des sardines, etc. Ensuite des tokens de thunes en fait, simplement, hein, l'argent que vous avez récolté pour ensuite améliorer votre flotte afin de mieux pêcher. Ensuite, au-delà de ça, voilà le petit how to play brièvement, voilà un petit peu ce à quoi ça va ressembler sur la table. Vous partez avec votre petit bateau, bien tout simplement au large en fait, hein, et puis vous allez chercher à pêcher. Alors, sachant que vous aurez un petit sac que vous voyez ici, dans lequel vous aurez tout un tas de jetons de poissons, que vous allez placer sur votre navire ou sur les cases environnantes d'eau, en fait, simplement, du large. Et en fait, vous allez choisir ces jetons que vous voulez ajouter sur votre bateau, pour pouvoir en fait les pêcher, puis les ramener sur la terre pour ensuite les mettre en conserve, ou les mettre sur des cartes de grand large, en fait, simplement, pour laisser les espèces en question se reproduire, et ensuite, le tour suivant, peut-être aller en retirer les bénéfices en pêchant de plus grandes quantités, par exemple. Donc voilà, on va placer les tokens selon notre bon vouloir en fonction de prise de risque, de timing, etc. Vous rentrez ensuite en phase 2 sur le plancher des vaches, pour vendre, mettre en conserve vos poiscailles, les vendre éventuellement, pour ensuite utiliser cet argent pour agrandir votre flotte, comme ici avec les bateaux supplémentaires, ou pour acheter des cartes d'upgrade que j'ai mentionné tout à l'heure, qui vous permettront d'avoir des pouvoirs uniques, sur l'ensemble de la partie, à partir du moment où vous l'achetez, ou des pouvoirs uniques, à utilisation unique, voilà, simplement. Ensuite, vous avez une phase de fin de la journée dans laquelle vous allez faire spawner, entre guillemets, donc faire apparaître de nouveaux poissons sur les emplacements où vous allez placer des tokens leur permettant de se reproduire pour pouvoir ensuite, au tour suivant, éventuellement faire une pêche un peu plus fructueuse, on va dire. Voilà, ça se limite à ça en termes de gameplay, ça va être relativement simple et accessible, mais apparemment, il y a moyen d'avoir une certaine gestion de la prise de risque, du timing, etc., qui peut être relativement intéressante. Il y a aussi différents niveaux de complexité, je pense aussi, que vous l'avez vu dans le manuel tout en haut de la campagne, qui peut, à mon avis, vous permettre quand même de bien faire fumer votre petit cerveau-là. Conservas, en plus de ça, c'est un jeu qui est très abordable économiquement parlant, on est quand même sur un jeu à 23 €, donc très abordable. Vous pouvez aussi faire un petit pledge groupé à 3 ou à 6 pour réduire encore un petit peu plus le coût, mais également les frais de port, bien évidemment. Sachez, encore une fois, je le répète, que le jeu n'est malheureusement pas encore disponible en VF,
mais ça pourrait venir, parce qu'il me semble que les précédents jeux avaient eu leur VF. Le shipping, vous le voyez ici, c'est 9 € pour la France, donc c'est quand même très très abordable. Pour le reste, Canada c'est 18, le reste de l'Europe, de la zone euro en tout cas, c'est 12, le reste de l'Europe non eurozone, donc la Suisse par exemple, 14 €, et pour nous au Japon, ce serait potentiellement 20 €. Voilà ce qu'il en est de Conservas, qui pour le coup a l'air d'être très sympa. Je suis pas du tout attiré par la thématique. Vraiment, les jeux de pêche, thématiquement parlant, ça m'attire pas, même si Xavier en a deux et qui sont très sympas d'ailleurs pour le coup. Je n'irai pas parce que, à choisir parmi la gamme de Salt and Pepper Games, j'aurais plutôt porté mon choix, mon dévolu sur Witchcraft ou sur Resist. Plutôt Resist en termes de thématique, plutôt Witchcraft en termes de mécanisme. Conservas, ceci dit, a l'air d'être très sympa en termes de méca, mais pour le reste, de là à les baquer, il y a quand même un pas que je ne franchirai pas, mais j'attends quand même vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez, simplement. 1500 backers pour l'instant pour Conservas, 36 000 € d'engrangés, encore 26 jours avant la fin de la campagne. Alors pour celui-ci, je vais me retrouver un petit peu con. Ça ne me changera pas beaucoup d'habitude du coup, parce que Trailblazer The Arizona Trail, je pensais honnêtement que c'était une extension de Trailblazer, le précédent jeu de Mariposa Games, le premier projet de l'éditeur, il y a de ça un an et demi, hein, qui était ici, qui avait fait un beau succès hein, pour un premier jeu, une première campagne, 3365 contributeurs, c'était vraiment un beau succès pour Mariposa Games, et je pensais vraiment que The Arizona Trail, c'était une extension en fait pour ce jeu, et en fait pas du tout. Voilà, pour rappel, donc The John Muir Trail, leur premier jeu, qui était déjà je crois illustré par Andrew Bosley, oui ça, Andrew Bosley, et à l'époque c'était donc en mai 2022, donc ça remonte à quand même un an et demi, voilà, approximativement. Je pense que le jeu est désormais entre les mains des backers, j'imagine, donc vous pourrez aller checker un peu sur BGG ce qu'ils en disent, est-ce que le jeu a su convaincre ou non. Et là on repart sur, en plus, la même titre de série, Trailblazer, mais cette fois-ci, The Arizona Trail. Mais non, ce n'est donc point une extension, mais bien un standalone, un jeu dans l'univers Trailblazer, mais dans un lieu différent, donc l'Arizona, avec ses grands canyons et ses vues magnifiques, toujours illustré par Andrew Bosley. On est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs, avec un mode solo intitulé Nomade, qui faisait déjà, je crois, partie du premier épisode de Trailblazer, me semble-t-il. C'est pour 40 à 150 minutes, c'est pour 14 ans et plus. Donc 40 à 150 minutes, ça fait une sacrée fourchette. J'imagine que c'est quand même pas mal dépendant du nombre de joueurs autour de la table, mais c'est vrai que 150 minutes, ça peut potentiellement être assez long. Alors donc, on part dans le parc national de Saguaro, apparemment, dans le désert du Sonoran, donc aux États-Unis, en gros, hein, dans l'Arizona, et on va en fait simplement partir, comme pour Trailblazer, le premier du nom, à l'aventure, enfin, disons plutôt en randonnée, on va dire, dans le désert de l'Arizona, et on va chercher à prendre un maximum de photos de différents éléments que l'on peut trouver là-bas, donc parmi la faune ou la flore. Chacun des joueurs va partir avec un plateau individuel qui va être amené à remplir avec par exemple des photos de ce qu'il aura pu y trouver. Donc il y a un petit mécanisme de set collection, et puis aussi un mécanisme, vous allez voir, de tuiles polyomino, que vous allez pouvoir essayer de loger autant que faire se peut sur votre plateau central. Alors ça pourra être de la flore comme vous le voyez ici, mais ça pourra aussi être de la faune, vous le voyez ici, chacun des animaux, chacune des plantes également, faisant l'objet d'une carte, mais également d'un polyomino comme vous voyez ici, donc la Headshot Cactus, et on le voit ici également, ou encore ici avec le poiscaille que vous voyez ici aussi. Et donc chacun va vous fournir des points différemment, donc des différentes façons de scorer à travers le jeu, avec des petits meeple screen print du plus bel effet, qui plus est. Et donc sur la table, une fois en termes de jeu, on va dire en termes de gameplay, ça se présente un petit peu comme ça. Votre plateau, vous allez le remplir progressivement de la sorte avec des polyomino qui vont faire évoluer différentes pistes en fonction des icônes qui se retrouvent sur les cartes des espèces que vous aurez découvertes durant votre randonnée. Avec aussi éventuellement des miniatures qui sont plutôt sympathiques. Je ne suis pas persuadé de la grande utilité des mini en question, mais c'est un élément de deluxification qui fera plaisir à pas mal de monde. On y retrouve notamment le Jackalope, qui est une sorte de cryptide propre au territoire américain.
Ensuite, continuons, les stretch goals on s'en fout un petit peu, on passe. Vous avez ici donc le solo The Nomad, qui était donc déjà présent je crois, hein, si je me souviens bien, dans le premier épisode de Trailblazer, qui est l'œuvre de Nir Shilagi, d'origine hongroise j'imagine, qui contient 14 cartes de Nomad et 12 cartes de solo goals, donc d'objectifs de solo. Ensuite, vous avez un aperçu du livret de règles qui est encore en cours de travail bien sûr, mais qui vous est disponible en anglais malheureusement uniquement. Et puis ensuite, pour le How to Play, c'est là aussi que la campagne, à mon avis, perd un petit peu d'intérêt. C'est que le How to Play, il est uniquement en vidéo. Ça, c'est quand même un petit peu dommage quand vous prévoyez une partie How to Play sur une campagne, mais que vous n'écrivez pas vous-même, vous ne décrivez pas vous-même visuellement en quoi consiste le jeu. C'est un petit peu dommage, parce que du coup, on n'a pas forcément tous le temps, enfin, si vous l'avez, parce que du coup vous regardez une vidéo de 1h30 avec ma tronche chaque semaine, donc vous avez un petit peu de temps, mais pour aller éplucher chacune des campagnes, si chacune des campagnes devrait se contenter uniquement de How to Play en vidéo, ce serait quand même un petit peu longuet pour s'informer de tous les jeux qui nous intéressent. Donc voilà, vous aurez éventuellement des vidéos de How to Play, mais bon, en gros, je vous ai expliqué les principaux mécanismes au centre du jeu, donc on va dire que ça suffit. On continue, on va aller voir les niveaux de pledge. Vous le voyez ici, 49 $ pour le jeu de base en édition standard. Vous avez bien sûr l'édition Deluxe qui s'accompagne de miniatures ainsi que de plateaux double épaisseur pour les joueurs. 69 $, donc petite augmentation de 20 $ certes, mais avec pas mal d'éléments de deluxification et aussi, soyons quand même honnêtes, l'ergonomie. Hein, les plateaux double épaisseur, on en voit de plus en plus certes, mais c'est quand même un gros plus pour certains jeux en tout cas. Ensuite, vous avez un Pledge Trailblazer Bundle, 109 $ pour les deux jeux, en version Deluxe, je crois. En tout cas, version Deluxe pour le nouvel épisode. Peut-être que pour celui de base de John Muir, c'est Retail Edition. Voilà, donc c'est l'édition de base. Donc attention, il y a un petit mélange de styles. En add-on, vous pourrez aussi mettre la main sur le playmat, qui doit être le plateau central, j'imagine, de Arizona Trail. Et puis, vous avez aussi la possibilité de mettre la main sur une copie extra, une copie supplémentaire de Trailblazer premier du nom. Ensuite, on a aussi des éléments de deluxification pour le premier, donc John Muir Trail, un petit upgrade kit à 19 $ qui vous permet d'aller deluxifier un petit peu le tout. Ensuite, pour ce qui est du shipping, Canada 21,25, Union Européenne, en tout cas pour la France et la Belgique, c'est 20,25. Pour nos amis suisses, ce serait plutôt 30,35 par exemple. Et pour nous qui sommes en Asie, donc Rest of Asia, 30,45 $ de frais de port. Attention aussi à la TVA qui sera ajoutée, je pense, oui ça, dans le Pledge Manager. Donc soyez avertis également. Voilà donc pour Trailblazer The Arizona Trail, deuxième épisode de la série de Trailblazers par Mariposa Games. Est-ce qu'ils feront aussi bien que le premier? Fin de première semaine, on est à 1066 backers contre les 3003-3400 de la première campagne. Ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. Faudra donc aller voir éventuellement les commentaires du premier épisode sur BGG. Est-ce qu'il est arrivé ou pas? Est-ce qu'il a convaincu les backers ou non? À voir. Pour l'instant, le résultat semble s'orienter vers un truc un petit peu moins conséquent que la première campagne. Vous me direz éventuellement ce que vous en avez pensé si vous avez pu jouer au premier épisode. Voilà donc pour Trailblazer The Arizona Trail, et c'est tout également pour les plats principaux de la semaine. On va donc voir le seul et unique dessert de cette semaine. C'est parti, mais lequel sera-ce donc? Et le jeu en question, c'est donc Simon avec A Song of Ice and Fire Tactics, un jeu d'escarmouche avec deux factions dans l'univers bien sûr de George R.R. Martin, donc en gros le trône de fer, Game of Thrones, le jeu de plateau avec des grosses miniatures dans tous les sens, avec des factions asymétriques. Mais bon, vous le savez aussi peut-être si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, parce qu'on en a traité quand même un certain nombre des campagnes de Simon dans le menu crowdfunding. Je dirais que sur les 122 numéros, il y a peut-être au moins 10 numéros avec des jeux de Simon dedans. Vous le savez donc, si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, Simon et moi, c'est pas une histoire d'amour, j'ai jamais backé quoi que ce soit de Simon. J'ai joué à un jeu, je crois, de Simon, deux jeux de Simon, qui étaient tous les deux d'ailleurs bons, hein, pour être tout à fait honnête. On avait joué à Rising Sun, qui était plutôt pas mal, plutôt sympa. Je veux pas être époustouflé, mais c'était plutôt cool. Et il me semble ne pas me tromper en disant que c'était également Simon qui avait fait Cthulhu Death May Die, je crois, qui pour le coup était difficile à dire. Cthulhu Death May Die avec Xavier, on a eu des expériences mitigées et des expériences excellentes. Donc c'est un petit peu difficile d'en avoir vraiment une opinion
définitive, on va dire, parce qu'on a eu vraiment 2-3 parties extra, vraiment sur le fil, avec des mouvements, enfin des moments épiques, des mouvements grandioses, et puis on a eu 2-3 parties où on s'est fait rouler dessus, sans avoir l'impression de ne pouvoir faire quoi que ce soit en face de nos adversaires. Donc, peut-être qu'on a juste été mauvais 2-3 fois et plutôt assez bon les 2-3 autres fois. Mais, je sais pas, un peu mitigé pour le coup. Même si j'en garde des très bons souvenirs malgré tout sur les parties qui se sont bien déroulées. Et donc, Simon nous revient avec A Song of Ice and Fire Tactics. Et cette fois-ci, en fait, la plus grosse surprise de cette campagne, au-delà de sa thématique, de la licence qui va avec, c'est que Simon est sur GameFound. Et je crois, mais je vais vérifier tout de suite, que c'est la première fois. Là, ça doit être... ah, quoique, Masters of the Universe, c'était peut-être, sur GameFound. Deceased, c'était sur Kickstarter, avec le Pledge Manager sur Kickstarter, à mon avis. Et je crois que je suis quasiment sûr, d'ailleurs. Donc, à voir, c'est peut-être leur première ou deuxième campagne sur GameFound. Et donc pour l'instant, bien sûr, c'est Simon, donc bien sûr que c'est déjà largement financé. On est déjà à 3250 backers et 630 000 $ d'engrangés, donc le jeu est largement financé. Il reste 12 jours avant la fin de la campagne, et oui, vous l'avez peut-être déjà vu, si vous êtes un petit peu observateur, le drapeau français figure bien sur la campagne à plusieurs reprises, donc oui, il y aura bel et bien une VF pour A Song of Ice and Fire Tactics. Et donc vous le voyez déjà, il y a des grosses miniatures, ça va coûter très cher, c'est du Simon, il n'y a absolument aucune surprise à ce niveau. Je parlais tout à l'heure de déjà 3250 backers, et c'est vrai que ça ferait rougir bien, ça ferait rêver bien des éditeurs qui se lancent sur GameFound, mais pour Simon, objectivement, c'est pas si énorme que ça en réalité. Hein. Une semaine de campagne, 3150 backers sur GameFound certes, mais pour Simon, c'est pas énorme. On est quand même sur un éditeur qui est habitué à faire du 15-20 000 contributeurs par campagne, du coup là on n'y sera très clairement pas. Si on atteint les 5000, ce serait assez normal je pense, 6000, 7000 ce serait déjà un beau succès compte tenu du score actuel. Et ça resterait une semi-déception à mon avis, mais on est encore une fois sur un jeu un petit peu particulier dans l'univers enfin dans le catalogue en tout cas de Simon, puisque c'est un jeu exclusivement à 2 joueurs, pour des parties relativement courtes, 60 minutes, pour 14 ans et plus, et qui vous propose bien sûr une pelletée de mécanismes qui vont venir s'imbriquer les uns avec l'autre bien sûr, mais fondamentalement sur un jeu d'escarmouche qui va aussi faire appel à de la gestion de ressources, à également l'univers de fantasy de Game of Thrones bien sûr, mais en gros on est sur un jeu de guerre, de gestion de ressources et d'escarmouche fondamentalement, avec il me semble une extension, voilà ici Dragon's Fury, mais pour le reste je crois qu'on est sur un duel de style entre les deux familles, donc les Lannister et les Stark, hein, que vous voyez ici les Stark et les Lannister, donc des factions asymétriques qui auront chacune bien sûr leur propre spécificité. Vous choisirez donc la famille que vous voulez défendre, dont vous voulez porter les couleurs, et à partir de là, on va se foutre sur la tronche, bien évidemment, en recréant certaines grandes batailles de l'univers de George R.R. Martin, excusez-moi, j'ai failli George, ça n'a aucun sens, et ainsi remodeler éventuellement l'histoire selon votre parcours au cours de la partie. Il y aura aussi des what if scenarios, donc autrement dit des scénarios beaucoup plus imaginaires qui ne sortent pas du bouquin mais qui vous laissent un peu libre cours à l'équipe créatrice du jeu. Alors, ensuite, on nous parle de range compatibility. Ah, apparemment, c'est juste que les miniatures qui sont compatibles avec d'autres préexistantes dans l'univers de TMG. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon, ça n'a pas une grande importance. On voit aussi qu'il y a certains personnages que l'on reconnaît de ci de là, hein, comme ici Bruce Bolton par exemple, qu'on connaît si on a regardé la série en tout cas. Continuons, Why Back Now. Alors bon, comme souvent avec Simon, on nous promet de économiser un max de tunas au cours de la campagne, tout en dépensant bien évidemment. On pourra ici économiser jusqu'à 120 $, si on compare avec la sortie boutique qui suivra la campagne bien sûr. Pledge Without Banners, on a un pledge à 20 $, donc très peu onéreux pour un truc qui devrait théoriquement coûter 80 $ en boutique. On peut douter, on peut émettre certains doutes. Et en plus, je me suis gouré lamentablement, donc je pense qu'il y aura déjà 14 commentaires pour dire « Ah, Kevin, il sait pas lire ». Et vous aurez raison, c'est save 20 $, donc en fait le pledge est à 60 $ et c'est une économie de 20 $, donc je raconte n'importe quoi.
$80 c'est le prix en boutique, mais $60 durant la campagne, donc vous économisez $20, excusez-moi, pour cette petite erreur. Ensuite, vous avez le Sorn Brother à $80 cette fois-ci, et là par contre, ça vous permet d'économiser $120 parce que le prix en boutique, théorique en tout cas, serait de $200, sachant qu'il y a aussi du crowdfunding exclusive, donc il y aura du contenu que vous ne retrouverez théoriquement pas en boutique, peut-être sur leur boutique en ligne à Simon, mais pas en boutique physique apparemment. Et puis aussi un petit Terrain Pack, pour aller ajouter encore plus d'immersion, de réalisme à votre jeu. Ensuite, on a un pledge Dracarys, $260, mais encore une fois, vous économisez $120 sur le prix boutique, avec un énorme dragon. Je crois que c'est comment il s'appelle ce dragon déjà? Le dragon principal des trois de Daenerys. J'ai oublié, mais il y avait son nom un peu plus haut. Ça va être Drogon, quelque chose comme ça. Voilà, Dragon's Fury, c'est ça. Donc un énorme dragon, je ne sais pas exactement la taille qu'il fera. C'est pas écrit, j'ai l'impression, mais il doit être énorme, quoi. Quoi qu'il en soit, on continue. Là, vous avez un peu plus de détails concernant chacune des boîtes, avec donc le Battle of the Trident, avec les Targaryens. Donc c'était pas... tout à l'heure j'ai dit quoi? J'ai dit les Stark et les Lannister. Est-ce que finalement on n'en aurait pas 2 mais 3 ou 4 factions? Là on avait Barristan Selmy, Targaryen et Stark. D'accord, donc c'était pas du tout les Lannister en gros, c'était les Targaryen. Ok, et ben je me suis gouré, encore une fois. Ça fait 2 fois aujourd'hui seulement déjà, enfin sur la même campagne, parce que j'ai dû faire d'autres erreurs avant. Quoi qu'il en soit, donc les Targaryen avec Rhaegar, donc c'est pas la même époque que la série, je crois, ça va être un peu plus tôt que la série. Je crois, dans la chronologie en tout cas de l'œuvre de Martin. Avec donc les différents personnages qui auront bien sûr eux aussi leurs propres statistiques, leurs propres spécificités bien évidemment. Il en va de même bien sûr pour les Baratheon, et donc avec leur sous-fifre les Stark. Pour le coup je me suis un peu gouré aussi, c'est pas les Stark, c'est les Baratheon auxquels sont ligués on va dire les Stark. Donc on va retrouver je crois les Stark, parce que j'ai cru tout à l'heure voir voilà, Eddard Stark. Donc il y a quand même un petit peu de véracité dans ce que je dis malgré tout aujourd'hui. Il y avait bel et bien les Stark, mais c'est vrai qu'ils sont affiliés aux Baratheon, en tout cas jusqu'au début de la série, jusqu'à la saison 1 de la série télévisée. Ensuite, donc au-delà de ça, on va aller voir aussi voilà, le terrain, donc les espaces sur lesquels vous êtes amené à mener bataille l'un contre l'autre, qui pourra donc s'agrémenter bien sûr de grosses miniatures pour ajouter encore plus de réalisme et d'immersion au jeu avec le fameux Terrain Pack que l'on a vu tout à l'heure. Ensuite, il y aura bien sûr d'autres petits tokens par-ci par-là pour aller agrémenter un peu le jeu. Ensuite, vous avez l'extension spéciale Dragon's Fury qui va donc ajouter cet énorme dragon qui fait donc 78 cm de haut. On n'est pas loin du mètre quand même, c'est assez conséquent en termes de taille. Il va falloir le loger, il va falloir lui trouver quand même un espace dans votre galaxie, dans votre salle de jeu en tout cas, parce que le truc est vraiment quand même assez costaud. Je crois que vous avez un exemple de miniature du jeu à côté ici pour l'échelle, ça fait peur. Ensuite, c'est l'occasion de confronter une légende avec apparemment des scénarios, Xavier m'engueule quand je dis scénario au pluriel, donc 4 nouveaux scénarios exclusifs pour 1 à 2 joueurs. On continue avec donc, les cartes, le deck spécifique pour Dragon. Ensuite, l'arène spécifique aussi à Dragon. On va continuer, on va essayer de trouver d'autres informations un peu plus intéressantes que les seules images très classe, certes, de Dragon. C'est vrai que les miniatures pré-peintes comme ça, elles donnent envie. Après, c'est quand même, à mon avis, un petit peu démesuré, mais c'est vrai que si vous l'avez sur votre table, ça donne quand même vraiment très envie d'y jouer. Soyons honnêtes. Continuons. Alors, on va aussi aller chercher un petit peu les prix. Vous avez tout un tas de reviews à aller visionner pour ceux qui seraient intéressés. J'ai déjà mentionné tout à l'heure le prix des pledges, mais bon, on va juste faire un petit résumé bref. Dracarys, $260 pour le jeu de base, l'extension, le Terrain Pack que vous voyez ici, et il y a même une 4e boîte que j'avais peut-être zappé tout à l'heure. C'est Beneath the Wall Skirmish Set, j'ai l'impression. Donc encore des ajouts que j'ai peut-être un petit peu raté durant la campagne. Et c'est en fait la boîte des stretch goals. Ok. Ensuite, $60 pour le jeu de base, $80 pour le jeu de base plus l'extension, l'extension en fait c'est les stretch goals plus le terrain pack.
Et ma foi, c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand chose à dire en réalité, parce que j'ai pas exploré plus que ça le gameplay fondamentalement du jeu. Mais bon, ça reste sur un jeu d'escarmouche, donc à mon avis, on est sur quelque chose de relativement classique. Vous avez deux factions en présence, chacune qui va s'accompagner de, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de personnages, peut-être un peu plus notamment avec les stretch goals à venir, et donc chacun d'entre eux ayant leur propre spécificité. On aura même Jon Snow apparemment, donc peut-être un petit peu d'anachronie au sein du jeu peut-être. À vous de voir. Mais apparemment on est quand même sur un jeu assez riche, mais relativement classique en termes d'approche mécanique. Reste que vous aurez différents types de scénarios aussi à explorer, ce qui permet une certaine rejouabilité, une certaine profondeur assez intéressante, mine de rien. En plus de ça, la direction artistique est plutôt soignée au niveau des personnages, les cartes sont plutôt classe. Je suis un petit peu moins fan des tuiles de terrain. Alors c'est vrai que peut-être si on a le Terrain Pack, ça pète un peu plus, c'est vrai que c'est un peu plus classe, un peu plus immersif, mais quand on prend la version de base, moi, je suis moins fan du design. Vous avez les règles en français d'ores et déjà disponibles ici, peut-être pas les versions définitives, mais en tout cas elles sont disponibles en français ici. Il y aura aussi une application pour vous accompagner dans vos duels, vos confrontations. Vous avez un aperçu des différentes miniatures pré-peintes pour le coup, mais ça peut être un bon aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler une fois que vous les aurez peintes, si vous en avez le temps et le talent éventuellement aussi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elles sont plutôt très classe. En même temps, Simon s'est aussi fait une réputation sur la qualité de ses miniatures. Ensuite, les frais de port. Canada, ce serait entre 38 et 161 dollars de frais de port en fonction du pledge que vous allez choisir. Mais le 104 à 161, c'est si vous prenez la grosse miniature de dragon aussi, etc. Donc bon, c'est vrai que ça prend une certaine place. Pour l'Union Européenne, la plupart des pays, ça va être 27,39 jusqu'à 62,106 dollars de frais de port. Ce sera potentiellement un peu plus cher pour nos amis suisses, bien évidemment, ou du Liechtenstein par exemple, 49 à 146 dollars. Et pour nous qui sommes en Asie, donc Mainland China, Hong Kong, Other Countries, donc Other Countries pour nous, 26,45 jusqu'à 94,298 dollars de frais de port. Heureusement que le jeu ne m'intéresse pas outre mesure. Et du coup, ma foi, c'est à peu près tout. Est-ce qu'on a déjà éventuellement un aperçu concernant la livraison 8 à 10 mois après la fin de la campagne? Donc on n'est pas à l'abri d'avoir une livraison d'ici Noël prochain, plus potentiellement un D6 qui vous donnera le nombre de mois, mais encore D6 c'est parfois un peu léger, de mois de retard potentiel. On verra ce qu'il en est. Peut-être que le jeu est déjà peaufiné et terminé en fait, il ne reste plus qu'à l'imprimer, je ne sais pas, auquel cas on serait peut-être dans les temps, mais soyez avertis, il y a quand même souvent des retards, Simon n'est pas du tout à l'abri de ce genre de choses. Voilà donc pour A Song of Ice and Fire Tactics, 3250 backers pour l'instant, disponible en VF qui plus est, et c'est vrai que malgré l'énorme masse de fans de l'univers de George R.R. Martin, on aurait pu s'attendre quand même à bien mieux que ces 3250 backers, même sur GameFound. Donc vous me direz éventuellement ce que vous en pensez, si le jeu vous intéresse ou pas, ce qui le différencie fondamentalement de beaucoup d'autres jeux d'escarmouche avec plusieurs factions asymétriques, comme on en voit pas mal. Vous me le direz, parce qu'éventuellement vous êtes plus connaisseur que moi en la matière, j'en suis persuadé. Voilà donc pour le menu crowdfunding de cette semaine, et oui, je suis toujours aussi sombre, il n'y a pas de raison que ça s'éclaircisse entre l'introduction et la conclusion. En revanche, durant l'introduction tout à l'heure, je vous ai parlé d'une petite annonce qui était déjà un petit peu, comment dirais-je, teasée, en franglais, dans la miniature de cette vidéo. Donc voilà, l'heure est à l'annonce. Je vous l'annonce, ça y est, je serai présent au Festival de Cannes cette année, donc dans moins de 2 semaines désormais, pour le boulot. Alors, bien sûr, je vais aussi y prendre du plaisir. C'est également, sachez-le, la première fois que je rentre en France depuis 2018, 19 c'est mon mariage, donc 18, parce que c'était un an avant. Donc en gros, ça va faire 5 ans et demi, 6 ans que je suis pas rentré en France. Je comptais rentrer en 2020, 2021, mais il y a eu le Covid. Du coup, non, bloqué au Japon. Donc voilà, ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas rentré en France. Donc j'emmène mon fils en France, je le dépose chez mes parents pendant 2-3 jours, et je file à Cannes pour le boulot. Vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, ou pas, et auquel cas vous l'apprendrez. Je bosse pour MOB Vanguard, donc une agence de licence de jeux de société, donc propose les jeux de nos éditeurs, de notre catalogue d'éditeurs,
à d'autres éditeurs de par le monde pour qu'ils puissent éventuellement en faire une version dans leur langue et distribuer le jeu dans leur pays. Et donc je serai présent sur le stand de MOB Vanguard, vous pourrez chercher les exposants sur le site du Festival international du jeu de Cannes, et puis bien sûr, même si j'y vais pour le boulot, n'hésitez vraiment pas à venir me faire un petit coucou sur le stand de MOB Vanguard. J'imagine que j'aurai le droit quand même à de petites pauses de temps en temps pour éventuellement même aller faire une petite partie avec vous si le cœur vous en dit, si vous êtes suffisamment tolérant pour m'accepter autour d'une table avec vous pour une partie. En tout cas voilà, juste un petit bonjour, ça fait toujours extrêmement plaisir, je ne mords pas, je n'en ai pas les capacités de toute façon, hein, je porte un dentier. Je raconte n'importe quoi, mais il est tard, que voulez-vous, il est presque 22h30 et après il me reste le montage à faire, donc voilà, je suis fatigué, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, vraiment, n'hésitez pas à venir me voir sur le festival. De toute façon, il nous reste encore un menu crowdfunding avant le début du festival, mais sachez-le déjà, la semaine prochaine, il y aura le menu crowdfunding. Par contre, dans 2 semaines, du fait de ma présence en France pendant 1 semaine et demie environ, il y aura un menu qui sautera. J'espère que le contenu ne sera pas trop intéressant, j'espère ne pas rater de grosses campagnes pendant cette période, mais en tout cas, vraiment, voilà, si vous me croisez sur le festival, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Pour le coup, voilà, j'ai failli dire n'importe quoi, mais ça n'aurait pas encore été la première fois dans ce menu crowdfunding. J'ai pas bu, hein, mais vraiment, je suis fatigué. Voilà. Je m'habitue à mon nouveau rythme de vie, voilà, il faut le comprendre aussi. Donc, on va cesser de se justifier, et on va vous dire de toute façon à la semaine prochaine, même peut-être un petit peu plus tôt, mais sans ma tronche, avec celle de Xavier, parce qu'on va reprendre l'un comme l'autre la série que j'avais lancée, c'était quand ça devait être en mai dernier. J'avais fait qu'un seul numéro parce que par la suite j'avais pas eu le temps pour différentes raisons, etc. Une émission qui à l'époque s'est appelée le In and Out, mais c'était un titre provisoire, donc ça va être modifié. Mais en gros, on va reprendre ça mensuellement, Xavier comme moi, les entrées et les sorties de notre bibliothèque. Donc qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on a vendu également, quels jeux on s'est séparés au cours du mois passé. Donc Xavier va publier son premier numéro de cette nouvelle entre guillemets, série dans le courant de la semaine. Pour ma part, on se retrouve dans le menu crowdfunding la semaine prochaine et j'essaierai de faire mon numéro de cette In and Out titre provisoire avant de partir en France potentiellement, peut-être juste après, on verra, ça dépend du temps que j'ai devant moi. Du coup, je vous souhaite bien sûr de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end, une bonne semaine. On s'en fout, on est sur internet, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, d'ici la prochaine, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de votre famille, vraiment. Et puis, à la prochaine.